De quorum étant réuni, je vous propose de nommer un secrétaire de séance. Mon regard se tourne vers Monsieur Régis Ducrot, qui se décarcasse. Allez, si tout le monde est d'accord, Régis Ducrot, secrétaire de séance. Bien, allons-y, examen de l'ordre du jour. Alors, le premier point, c'est l'approbation du procès verbal du dernier conseil du 21 décembre 2022. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. On peut l'approuver à l'unanimité. Je vous remercie, ça nous donnera du temps pour faire le vote. Ensuite, vous avez un certain nombre d'informations dans le cadre des ratifications des décisions du maire, notamment la première, un contrat d'autorisation de copie interne professionnelle pour des œuvres protégées. C'est une obligation légale puisque les femmes ont des copies de documents, notamment aussi dans les écoles primaires et maternelles qui sont des écoles sous compétence communale. Donc c'est passé avec le Centre français d'exploitation du droit des copies et c'est un montant annuel de 450 € retenu avec un besoin effectif. Comment ils calculent ça, mais voilà. Vous avez un contrat de maintenance avec la société Baudet pour les installations, la maintenance du système de cloches et du paratonnerre coffret électrique des cloches de l'église Saint-Martin. Et c'est un montant de maintenance avec un contrat annuel de 300 € TTC. Vous avez une déclaration unique et simplifiée des cotisations sociales, c'est le BUSO pour la prestation de l'orchestre Champubiac avec un montant total, c'est pour la représentation du 21 janvier avec un montant total de 3 329,83 €, c'est la partie des charges sociales qu'on paye, puisqu'on est employeur, donc on paye la prestation du spectacle et on paye les charges sociales. Le contrat de maintenance avec la société Bâti Santé, c'est pour le nettoyage des hottes des bâtiments communaux, donc c'est les différentes hottes, salles des fêtes, salle Céline Coquelet. On n'aura pas besoin de la faire. Bien fonctionné d'ailleurs. Centre Louis Enoch, restaurant scolaire et LCR, qui gère un mot là-dessus juste après, qui a été passé avec la société Bâti Santé qui est installée à Templemar et le montant annuel d'entretien de 3 445,20 €. Vous avez ensuite un contrat d'hébergement pour le logiciel de la police municipale en full web qui est passé avec la société Logique Une Solution et le tarif forfaitaire est de 120 € hors taxe. Le prix est révisé chaque année à la date de renouvellement. C'est un contrat qui est tacitement reconduit pour une période d'1 an, 2 fois maximum. Vous avez à l'arrière une convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes de la DGFIP. C'est avec le système PFIP. C'est notamment pour dématérialiser le paiement. Donc vous avez un forfait qui est payé à 0,25 le montant de transaction plus 0,05 par opération pour une carte domiciliée dans la zone euro. C'est pour le terminal, vous savez, pour le paiement par carte dans nos services. 0,50 plus 0,5 pour une carte hors zone euro et 0,20 et 0,3 pour une opération d'un montant inférieur ou égal à 20 €. C'est souvent chez nous, ce ne sont pas des grosses sommes. Vous avez enfin une convention de partenariat avec l'espace Polyphonie pour le spectacle Polyphonie. C'est dans le cadre du Théâtre International et c'est passé avec Loïc Roboursière qui est président de l'association. Il y aura représentation du spectacle Polyphonie 25 mai à 14 h. Le vendredi 26 mai à 10 h et 14 h, ce sera beaucoup plus pour les enfants. Et le samedi 27 mai à 18 h, c'est une programmation du public. Le montant de la convention est de 4 220 € TTC. C'est une remarque particulière, mais voilà. Alors on attaque le plus gros de notre conseil, c'est-à-dire le débat d'orientation budgétaire qui est basé sur la base d'un rapport d'orientation budgétaire qui est formellement constitué, c'est la loi qui le prévoit. Nous avons fait cet après-midi pour les membres qui étaient là, celui du CCAS, qui est un petit peu plus light parce que nous avons un petit CCAS et puis nous avons un CCAS qui n'a pas de dette, qui n'a pas d'engagement pluriannuel, donc ça facilite déjà la structuration de notre robe. Au niveau de la commune, les choses sont un petit peu différentes puisque nous avons une activité un petit peu plus importante. Globalement, vous avez un exposé qui vous a été présenté, qui est extrêmement bien détaillé. Je souhaite remercier les services. Madame la directrice générale passera le message aux équipes, surtout qu'on est sur des services financiers qui sont en tension puisqu'on est toujours en opération de recrutement. Donc ça a été fait avec des services, avec des effectifs moindres que d'habitude, mais les choses ont été réalisées avec brio. Globalement, on ne va pas vous présenter la situation, on l'a vu tous, on est dans une situation d'inflation assez importante et on le vit en tant que particulier, mais nous aussi en tant que collectivité, les prix ont augmenté. Le deuxième sujet, c'est qu'on a des enjeux au niveau de la revalorisation du point d'indice, puisque le point d'indice des fonctionnaires a été revu l'année dernière, vous avez vu les incidences sur le budget, ce sera encore revu cette année, puisque c'est basé sur un indice d'inflation, et que les choses continueront à évoluer dans ce sens. Le troisième sujet, c'est toujours la question de la guerre en Ukraine, alors qui joue sur la question de l'inflation, et donc on va avoir un grand débat sur ce genre de choses. La guerre en Ukraine a bon dos apparemment, mais voilà un petit peu la situation.
Notre objectif au niveau de notre collectivité, c'est de continuer à maîtriser nos dépenses de fonctionnement, quand bien même elles vont augmenter inéluctablement, notamment les dépenses liées au fluide. Vous allez voir, il y a 415 000 € rien que pour le gaz, c'est énorme. Donc, au-delà de ça, ça nous oblige à prendre des mesures que nous avons déjà prises. On a réduit le chauffage, on a limité les accès autant dans les équipements sportifs. Alors l'arrêté s'arrête début avril, on va pouvoir relâcher un peu, le chauffage va être coupé. Les journées vont se rallonger, donc on peut être un petit peu plus large sur les ouvertures de salles en soirée. Mais en tout cas, je pense que c'est des mesures qui seront récurrentes et qui seront prises courant octobre-novembre pour la prochaine période hivernale, pour continuer de resserrer un petit peu et éviter d'avoir des factures qui s'envolent au maximum. Elles s'envolent déjà, mais au moins les limiter dans leur envolée. Globalement, quelques éléments qui sont des éléments de contexte liés à la loi de finances organisée par l'État. Le premier, c'est qu'il y a un filet de sécurité, amortisseur énergie qui a été mis en place. Le premier, c'est le filet de sécurité qui a été mis en place par le gouvernement, mais nous ne sommes pas concernés, puisqu'il concerne des collectivités qui ont quand même une dégradation assez importante de leurs finances. Alors, on n'a pas eu cette question-là, mais c'était généralement des collectivités qui étaient déjà en réseau d'alerte ou limite, avec des charges de personnel abyssales, avec des marges de manœuvre limitées, qui là, au vu de la situation, n'ont même plus de marge de manœuvre, et qui pour certaines sont en cessation de paiement. Donc ce filet de sécurité, puisque la gestion est très correcte au niveau de notre commune, nous n'y sommes pas éligibles, et nous prenons donc de plein fouet l'augmentation des factures. Le deuxième élément, c'est l'amortisseur électricité. Lui, nous y sommes éligibles, et nous le voyons déjà. La seule difficulté, alors comment ça se met en place? Ça se met en place notamment parce qu'on a un groupement de commandes au niveau de la fourniture d'électricité avec les communes de l'agglomération qui s'est regroupé ensemble pour passer un seul marché avec un seul fournisseur d'électricité. J'ai lu quelque part pour déléguer toutes nos compétences à l'aglo, je propose que ça nous dessaisit de faire un groupement de commandes en électricité. Je me sens pas moins libre, enfin je sais pas vous, mais je me sens pas moins libre en étant en groupement de commandes avec l'aglo. D'ailleurs, ça a un effet bénéfique puisque je pense que seul, on aurait eu certainement un marché qui aurait été infructueux, ou s'il avait pas été infructueux. Donc s'il avait été infructueux, on aurait été au prix au cours de l'électricité. Notre collègue d'Aulnoy-Emery en a fait les frais, puisqu'il a eu un marché électrique, de fourniture électrique qui a été infructueux. Il est donc passé sur le prix réglementé, la facture a été multipliée par 39. Donc il y a eu le résultat. Voilà. Et la deuxième chose, donc le fait d'être regroupé, ça a quand même permis d'avoir des entreprises qui répondent, sauf qu'il n'y en a qu'une seule qui a répondu. Il a fallu faire avec. Donc voilà, donc ça nous a quand même sécurisé d'être en groupement de commandes, et puis ce qui nous a permis aussi d'être éligible à l'amortisseur électricité, puisque c'est des montages qui sont faits par des énarques. Vous couperez la caméra, sinon je risque d'avoir des problèmes. Mais c'est des dispositifs qui sont assez complexes à mettre en place, et effectivement le fait d'avoir fait un groupement de commandes avec l'aglo, c'est l'ingénierie d'aglo, les équipes communautaires qui ont œuvré, qui ont accompagné les collectivités pour mettre en place cet amortisseur électricité. Et donc nous l'avons directement sur notre facture. C'est-à-dire que nous ne recevons pas un chèque comme certains ont peut-être pu recevoir le fameux chèque énergie. Nous, c'est déjà déduit sur notre facture. On a juste une difficulté, on en parlera dans le cadre d'Europe, c'est qu'on ne sait pas se projeter, puisque c'est mis en place jusqu'au mois de juin, sur la base d'un tarif qui a été indexé au 1er janvier. On ne sait pas de quelle manière les choses vont évoluer. Et deuxièmement, c'est appliqué directement en réduction sur la facture, mais il n'y a aucune ligne qui apparaît sur la facture en disant voilà, normalement vous auriez dû payer autant, l'amortisseur électricité fait qu'on vous défalque autant, et donc à la fin on vous facture que ça. Donc à mesurer concrètement sur les finances de la ville, c'est un petit peu compliqué pour nous. L'autre sujet, de manière un peu plus globale, c'est une affirmation et une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. C'est la première année depuis une dizaine d'années. Ben oui, je comprends pas, on n'entend pas fort, et puis ça accroche au niveau du micro. C'était ça le Donc, c'est l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement qui a été voulue par le gouvernement. Après des années de disette budgétaire, une stabilité depuis 2 ans, cette année, il y a un coup de boost sur la DGF, donc c'est 320 millions d'euros supplémentaires. J'en pose sur les détails, sur les arbitrages entre la DGF, la dotation de solidarité rurale, la DSU, on est sur des sujets un petit peu plus techniques. En tout cas, on sait surtout qu'on aura une dotation qui ne diminuera pas, qui sera au minimum stable, voire même un tout petit peu révisée à la hausse. Et puis, dernier effet levier dans le contexte, c'est la hausse des bases des valeurs locatives. Je rappelle encore une fois que les communes votent désormais uniquement la taxe foncière, puisque la taxe d'habitation a disparu, il y a un régime de compensation, mais que sur la base, les communes votent des taux,
et les bases sont fixées par l'État. Notamment l'État, on va avoir une commission communale des impôts directs, les convocations sont parties. Chaque année, on révise les bases des habitations, notamment des gens qui ont fait des travaux, qui ont amélioré la qualité de leur habitat, puisque leur valeur locative sur une maison rénovée ou en meilleur état est plus importante que sur une maison vétuste, et que les bases sont votées par l'État avec des augmentations, des stabilités. À l'heure actuelle, les bases locatives vont augmenter de 7%. Nous, sur ces bases-là, nous y imposons un taux que nous proposerons au prochain conseil municipal, que nous proposerons d'ailleurs avec un niveau stable. Cette augmentation des bases locatives de 7%, je crois que pour les caisses de la commune, c'est à peu près 20 000 €, si je ne me trompe pas. Dans l'estimation, c'est 20 000 €. Vous imaginez ce genre de sujet. On pourra parler des taxes foncières aujourd'hui. Si on augmente d'un point la taxe foncière, c'est 24 000 € de recettes. Donc vous imaginez, pour compenser 400 000, globalement, il y a à peu près 530 000 € entre l'augmentation de la base salariale avec le point d'indice, plus les 415 000 € à peu près d'augmentation du gaz. Il faudra assassiner le contribuable et les propriétaires pour rentrer dans nos caisses. Donc on a de la chance, on tape dans notre trésorerie, on ne pourra pas le faire 2 ans. Je le dis tout de suite d'avance. On peut le faire cette année encore, il y a des impacts assez importants, vous le verrez dans le cadre du ROB. Mais en tout cas, ce n'est pas l'effet levier. Chez nous, la fiscalité, c'est pas ça qui fait rentrer énormément d'argent dans les caisses de la commune. Il y a des communes où il y a des taxes foncières qui sont extrêmement basses et où il y a énormément de propriétaires avec des valeurs locatives importantes. Je prends l'exemple de Saint-Saulve, c'est la problématique de Saint-Saulve, puisque les bases locatives ont été évaluées dans les années 70 et n'ont jamais été revues de manière assez profonde depuis. Or, la commune de Saint-Saulve a connu une extension importante dans les années 80, 90, 2000, qui fait que les bases locatives sont plutôt à jour. Ce sont des maisons récentes qui ont un niveau de vétusté peu avancé et donc elles sont sur des niveaux de base locative importants et la commune appliquait des taxes très faibles, sinon les gens allaient se faire assassiner. Et malgré les augmentations que la commune de Saint-Saulve a faites, nos collègues de la commune de Saint-Saulve l'année dernière, c'était une lumière un petit peu assez compliquée chez eux à ce niveau-là, avec le coût de l'augmentation du point d'indice, le coût d'augmentation des prix ou quoi que ce soit, l'opération est nulle, voire même déficitaire. Ça veut dire qu'ils ont augmenté les impôts l'année dernière de manière costaud, avec ce qu'on s'est pris dans la tête les uns les autres là dernièrement sur le coût de la vie de manière globale. C'est comme s'ils n'avaient pas augmenté les impôts, ils manquent même de l'argent pour compenser. Donc voilà la situation. Chez nous, on n'a pas ce cas-là, puisqu'on n'a pas eu des grosses opérations de lotissement extraordinaires. On a un logement ancien qui est certes rénové, puisque des gens achètent, font des rénovations, mais où la refonte des bases locatives n'a pas été revue, et qui fait qu'on a des bases qui sont assez faibles. Et les membres de la CCID le savent. Vous vous souvenez, je ne sais pas, les gens qui en font partie, on a des bases A, B, C, D, C+, ou quoi que ce soit. Plus on monte dans les catégories, plus c'est entre guillemets luxueux. On n'a pas des tonnes de logements qui sont classés en A ou A+, au niveau de notre commune. Et donc, forcément, vous êtes avec des bases assez faibles, vous êtes obligé d'imposer des taux extrêmement importants pour avoir une recette fiscale. Et si vous augmentez un tout petit peu votre recette fiscale, puisque la base est très faible, ça ne vous rapporte pas grand-chose. Et puis, c'est une vraie question aussi demain pour l'investissement. Le fait de vouloir développer des lotissements, attirer des personnes qui voudraient construire sur notre commune, même les bailleurs sociaux. Quand ils vont regarder le niveau de taxes foncières et de taxes d'aménagement, ils vont dire attendez, moi je ne vais pas construire là-bas, ça va me coûter trop cher, il n'y a personne qui va acheter là-bas, je vais dans telle ville parce que ça me coûtera moins cher fiscalement. Donc il faut faire attention aux effets d'augmentation des taxes parce qu'on devient moins attractif. Voilà, bon, j'étais déjà peut-être extrêmement long, j'en suis désolé, mais ça permettait de planter un petit peu le décor sur ce ROB. On va vous proposer déjà dans une première partie de faire un petit zoom sur le résultat de l'année 2022. C'est toujours un bon élément, quand bien même la réalité sera scellée via le vote du compte administratif lors du prochain conseil municipal. Je rappelle que le compte administratif, c'est un peu le bilan comptable de l'année précédente qui permet d'avoir un peu un bilan de santé, de la santé financière de la commune, de manière assez globale. Globalement, les commentaires qu'on a à faire sur l'exercice 2022 en section fonctionnement, vous avez les chiffres en face de vous. Vous avez eu un 0,11. Un 0,11, c'est les charges à caractère général, c'est-à-dire la vie de tous les jours, qui a augmenté de 124 000 €. Ça veut dire que malgré déjà des premières hausses d'inflation qu'on a connues en septembre, octobre, des premières factures de coûts de fruits qui ont fortement augmenté, on a réussi plus ou moins à amortir le choc. Mais on a quand même 124 000 € de dépenses en plus. Deuxième sujet, c'est que, et c'est là où il y a eu une forte augmentation, c'est l'augmentation du 0,12, c'est les charges de personnel, plus 168 000 € avec zéro recrutement. C'est-à-dire qu'on n'a pas augmenté le nombre d'agents dans notre collectivité. Il y a deux effets sur les 168 000 € pour qu'on soit clair. L'augmentation du point d'indice
Et on a eu un indice technicité des gens qui ont été reclassés parce qu'ils ont des évolutions de carrière qui sont carrément impactés ce budget de 0,12. Il n'y a pas une envolée liée au fait que, allez, au niveau recrutement, on embauche dans tous les coins et la vie est belle. C'est-à-dire qu'un effectif constant, voire même diminué, on arrive à avoir une augmentation de 168 000 € sur le 0,12. Vous avez quelques éléments, et c'était commenté, les chapitres 67-77 qui sont fortement diminués, puisque sur les 2 années précédentes, en 2021 et en 2020, souvenez-vous, on avait fait des inscriptions budgétaires pour la réalisation du budget annexe lotissement, non pas des vernis, mais des vanneaux, qu'on a clôturé. C'était des jeux d'écriture qui étaient assez importants, et qu'on a pu régulariser. Ça n'apparaissait déjà plus en 2022, ça n'apparaîtra pas en 2023, donc forcément, il y a eu une réduction des crédits à ce niveau-là. Et puis après, un autre élément, c'est la charge financière qui diminue de 2%. Ça veut dire que la dette est vieillissante. Pourquoi? Parce que le remboursement de la dette qu'on a en section fonctionnement, ça correspond aux intérêts, et tout le monde sait que lorsqu'on fait un emprunt, les premiers remboursements qu'on fait, c'est d'abord pour rembourser les intérêts avant de rembourser le capital. Et donc si ça diminue, ça veut dire qu'on a une dette vieillissante, on rembourse beaucoup plus de capital que d'intérêts. Voilà les différents éléments. Alors je vous disais de manière globale, on a réussi quand même plus ou moins à encaisser l'augmentation du coût de la vie. On a aussi des éléments qui nous ont permis d'encaisser parce qu'on a fait des choix stratégiques. On a diminué notre patrimoine. Alors on peut entendre partout, il y a moins d'équipements, il y a moins de salles, il y a moins ce genre de choses. Là, oui, mais c'est un effort qu'on doit faire. Si on n'avait pas fait cette réforme-là, je ne vous dis pas dans quel état on serait aujourd'hui. On a fait du travail pour réduire le coût de nos dépenses de fluide. Notre éclairage public est presque terminé. L'éclairage public, je crois que vous avez présenté, c'est 85 ou 81 000 € d'économie d'électricité par an. C'est énorme quand même. 80 000 € sur la base des anciens contrats. Les contrats qui ont été multipliés par 2,5, par 3, ça serait plus 80 000 €. Plus une vétusté avec des obligations de remplacer des équipements, c'était des lampes sodium, etc. Ça coûte la peau des fesses, ça crame de temps en temps. Là, on a de la LED qui demande aussi beaucoup moins de maintenance, et donc des frais de fonctionnement moins importants, qui nous permet de diminuer la puissance pendant la nuit, donc écologiquement c'est bien aussi, et économiquement. Donc on a fait ces choix-là. Et puis, sur les bâtiments qu'on a gardés, on en a encore quelques-uns, mais on a mis en place des travaux de rénovation. Les grosses chaudières ont été remplacées. Je pense à l'école Jean-Marie Horizon, je pense à l'école maternelle Guy Morel. Juste avant le sinistre, on est à la Salsine-Collet de remplacer la chaudière. Bon, elle n'a pas été touchée par le sinistre, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais c'est aussi ce sont des enjeux, puisqu'on avait des chaudières qui dataient pour certaines des années 70. Et il y a des gens qui doivent habiter dans le secteur de l'école Jean-Marie Horizon. Quand la chaudière elle se mettait en route pendant la nuit, les maisons tremblaient. Avec la consommation qui allait avec. Le fait d'avoir changé des chaudières, mais la chaudière de l'école Jean-Marie Horizon, c'est 45 000 €. Hein. C'est pas la chaudière du particulier à 3 4 000, 5 000 €, là c'est du gros. Alors, ça nous a aussi joué fortement sur la réduction de la consommation de nos fluides. Alors certains nous diraient qu'il faudrait peut-être faire de la chaudière bois, bon, le coût du bois aujourd'hui c'est pas forcément mieux. D'autres nous disent qu'il faut travailler sur un réseau de chaleur, c'est l'eau qui est en train de travailler dessus, on a un copil où potentiellement on aurait la possibilité de faire un peu de géothermie sur notre commune et peut-être de mettre en commun le chauffage de la piscine et de la salle de la corderie, mais c'est qu'en phase d'étude et ça demanderait des investissements. Alors voilà, on n'a pas des choix alternatifs en termes de chauffe que le gaz aujourd'hui. Le seul moyen, c'est d'avoir des équipements qui consomment moins au niveau des équipements de chauffe, mais aussi d'avoir des équipements qui soient mieux isolés et des mètres carrés de surface en moins à chauffer. Donc voilà, alors c'est un effort qu'on fait nous. Je ne pense pas qu'on soit dispendieux dans notre gestion des services, on n'est pas des fous furieux, on n'achète pas des salles, on ne crée pas je ne sais pas quoi, donc on est exemplaire, mais on demande aussi un effort, et on peut se demander parce qu'on est exemplaire, des fois aux associations ou aux personnes qui occupent les locaux en disant voilà, on est obligé de se serrer un petit peu la ceinture tous ensemble, sinon demain ce sera des choix encore plus drastiques que nous devrons prendre. Voilà sur ces éléments en dépenses de fonctionnement. Sur le Zoom 2022, sur la section d'investissement, plusieurs éléments. Déjà, le déficit d'exercice est beaucoup moins important que celui de 2021. On est à 580 252,64 € au lieu de 800 000 l'année d'avant. Pourquoi? Parce qu'on a continué à maintenir une politique d'investissement, mais surtout on a été beaucoup plus réactif pour aller lever et chercher nos subventions. Alors pourquoi il y a un déficit, non pas qu'on dépense à tout va, c'est que quand vous lancez une opération, vous écrivez en face pour équilibrer un certain nombre de recettes, mais par exemple sur des subventions, comme on est sur des gros projets, je rappelle Mozart, le centre Louis Enoch, on a quand même des gros sujets,
le moment où vous inscrivez votre subvention au budget et le moment où vous l'encaissez, vous la soldez, il faut que le projet soit terminé. Pour qu'il soit terminé, il faut que vous payiez toutes vos factures. Donc vous avez une tension en trésorerie, et votre tension en trésorerie, elle fait que le temps de décalage entre le moment où vous avez payé vos entreprises et vous encaissez votre subvention, vous avez un déficit qui apparaît. Un déficit, et c'est expliqué clairement, qui est entre guillemets éphémère, parce qu'il y a un décalage entre l'encaissement des subventions et les fins de chantier. Donc globalement, ça signifie quoi? Qu'on a quand même une programmation d'investissement qui est assez tonitruante, puisque on a réalisé, hors déficit d'investissement reporté, 3 275 000 € de dépenses d'investissement. C'est extrêmement important pour une commune comme la nôtre. Et puis que derrière ça, on a peut-être été beaucoup plus réactif et on a terminé peut-être certaines opérations en 2022 beaucoup plus vite qu'on pouvait le faire en 2021, qui fait qu'on a pu encaisser un peu plus de recettes. Alors ensuite, globalement, on a su tenir notre budget puisqu'on avait prévu un virement à la section d'investissement d'1 359 131,93. Ça a été tenu, il n'y a eu aucune difficulté. On a eu un budget de fonctionnement excédentaire de 920 000 €. Donc vous voyez que notre train de vie, comme vous tous les mois, à la fin du mois, vous arrivez à dégager un petit peu d'argent pour ceux qui arrivent, c'est que votre train de vie est plutôt correct, et cet argent-là, vous en faites deux choses. Soit vous l'épargnez, et vous en faites une petite trésorerie, jour où vous investir, soit vous dites, ben je l'ai, non, et j'investis tout de suite parce que j'ai des renouvellements, je suis une machine à laver, ma voiture, je ne sais quoi. C'est exactement la même chose pour notre commune. Donc on a quand même une capacité à gérer notre train de vie au quotidien, malgré cette hausse de l'inflation. Ça sera beaucoup plus compliqué en 2023, puisque cet excédent qu'on prévoyait, qu'on a réussi à faire à 923 000, si on arrive à sortir 450 ou 500 en 2023, ben, ça sera très bien. Pourquoi? Les 400 000 € de différence, c'est le paiement des factures de gaz. Voilà. C'est pas de la folie, on ne fait pas venir Johnny Hallyday, le malheureux, il y aurait même d'ailleurs du mal à venir pour le 14 juillet. Enfin voilà, c'est pas la banqueroute, c'est pas la fiesta, c'est pas de l'argent qui part n'importe, c'est juste qu'on paye nos factures. Voilà, la différence est là. Et on est tous dans la même situation, faites le tour des communes. Il n'y a pas de gauche, de droite, de jeunes, de vieux, de petites communes, de grandes communes, tout le monde y est. Donc ça c'est une réalité. Globalement, les chiffres nous permettent de démontrer qu'on a une gestion quand même maîtrisée, que notre politique d'investissement elle est quand même assez importante, tonitruante, et qu'elle continue, qu'elle n'a pas forcément été ralentie sur l'année 2022. Elle le sera peut-être en 2023, puisqu'il y aura des choix calendaires, notamment en fonction de l'obtention de subventions qui devront être faits. Je le présenterai juste après. Au global, pour avoir quelques chiffres, c'est le tableau qui est en dessous, nous avons un excédent de fonctionnement de 2022 à 887 621,69. Nous avions des records de 2021, c'est-à-dire notre trésorerie chaque année, ce qu'on mettait de côté, à hauteur de 923 845,76 €, qui fait que globalement, quand on clôture la section de fonctionnement en 2022, on a 1 811 467 € sur les comptes. Il y a des communes qui rêveraient de notre taille, qui rêveraient d'avoir ça, même des communes de 15 ou 20 000 habitants qui aimeraient bien avoir une trésorerie comme celle-là. Bon. Le résultat d'investissement, je le présentais, il est déficitaire de 580 000 €. Et en 2021, nous avions déjà un record déficitaire d'1 245 000, ce qui fait qu'au total, on avait un budget d'investissement déficitaire d'1 826 111. Quand on consolide les 1 811 000 de résultats et le déficit de 1 826 000, on finit avec un résultat de clôture de moins 14 000 €. Ce qui n'est pas abominable, et ce qui est lié notamment, je disais tout à l'heure, au fait qu'on a un certain nombre de subventions qui sont sur le feu, en attente. Je crois qu'on est autour de 300 000 €. Donc si on avait eu ces subventions à temps en heure, ou si on avait eu le temps administratif pour les traiter, on serait à plus de 180 globalement. Donc pas de difficulté, c'est quelque chose qui est expliqué, ce n'est pas chronique, c'est temporaire, il y a une situation comptable maîtrisée. Vous avez aussi ce qu'on appelle des restes à réaliser, puisque quand l'année s'arrête au 31 décembre budgétairement, il y a quand même des choses qui ont été engagées dont les factures vont arriver que courant janvier ou courant février, mais exactement la même chose, il y a des choses qui ont été prévues au budget en recettes avant le 31 décembre, mais que la trésorerie ou que les personnes payent vont seulement arriver en début d'année. Le résultat, entre guillemets, des restes à réaliser donnait qu'on avait un excédent de 385 240 €. Entre ce qu'on devait encaisser et ce qu'on devait dépenser, il nous resterait 380 000 €. Ce qui fait qu'au total, résultat définitif, les 14 000 € de déficit et les 385 000 € de recettes qu'on en reste à réaliser fait qu'on clôture un budget à 370 596,83 €. Alors je sais que c'est des fois un peu du charabiat, c'est compliqué à suivre la compta publique, mais globalement, voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau-là.
Voilà les sujets qu'on a eu si on devait tirer les conclusions sur l'année 2022. La politique d'investissement, elle n'est pas facile à tenir, pas qu'au niveau financier, elle est difficile à tenir aussi au niveau ingénierie. Parce que comme on a un rythme important, c'est aussi des suivis de chantier. Je salue le travail de Jean-Marc qui est là à nos côtés, des équipes du service technique, de la direction et des équipes administratives, parce que le suivi de chantier opérationnel, c'est une chose, mais il y a tout le traitement derrière, des factures en temps et en heure, des ordres de service, les révisions de prix, puisqu'il y a des mécanismes de révision de prix qui demandent aussi un travail de métronome au niveau du service financier, de la coordination de ces projets-là. Félicitations aux équipes, à Maître Général qui pilote ce genre de choses, mais aussi à Jean-Marc qui a fait un suivi assez rigoureux, notamment sur les gros projets, les gros travaux qu'on a pu mener cette année, ceux qui sont en cours, pour que les choses se déroulent bien. Sur les orientations 2023, alors les orientations 2023, elles vous sont présentées dans un tableau. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est une augmentation de 23% des charges à caractère général. Je vous donne un chiffre. En 2022, ces charges-là, nous avons payé 1 million, nous avons dépensé 1 653 883 €. Il faut passer 51 centimes, comme le pastis. Et nous prévoyons au budget 2023 2 199 900 €. C'est-à-dire 415 780 € d'augmentation. C'est là où on bouffe notre trésorerie et c'est là où on vient compliquer l'exercice, la réalisation d'un équilibre budgétaire pour l'année 2023. Le deuxième poste de dépense beaucoup plus important, d'un des plus importants qui va augmenter, c'est le 0,12, les charges de personnel, je le disais tout à l'heure. 176 504 €. Même chose, le prix à l'indice, on a encore des évaluations qui font qu'on augmente. On n'a pas prévu de pléthore de recrutement. On a des gens qui vont partir en retraite, on se pose vraiment la question sur leur remplacement pour cette année. On a des agents qui viennent nous solliciter, attendez, qui est la loi, qui passe sur les retraites. Quand bien même, on sait qu'il y a toujours de la mobilisation, qui nous disait, bah, oh, peut-être qu'il me restera 2 ans, mais avec la loi retraite, il va peut-être rester 4 ans, donc finalement, je serai un peu ouvert pour faire une procédure de rupture conventionnelle. Donc ça, c'est peut-être aussi un effet levier qu'on aura à un moment. Alors c'est sûr qu'il faudra faire un chèque, c'est plutôt des agents en fin de carrière, c'est sûr qu'il faudra faire un chèque important, mais plus on fera le chèque tôt dans l'année, moins il y aura d'impact sur le budget, puisque la personne, il aurait fallu la payer l'année complète. Donc autant lui faire le chèque, lui donner et être tranquille, que de la payer l'année complète. Non mais voilà, qu'on soit clair, on ne va pas aller faire une rupture au mois d'octobre ou au mois de novembre, on va payer 2 fois, qu'on soit clair. Donc c'est une voie aussi d'économie, alors je ne mets personne dehors. Et quand bien même il y a une rupture conventionnelle, il faut quand même se poser la question du remplacement de la personne ou pas. Demain, si on a une situation qui permet de réorganiser en interne, de tenir les choses, ça a un vrai effet levier sur le budget. Demain, quelqu'un qui vous fait une rupture conventionnelle, vous la signez en début d'année, vous lui dites que pour économiquement les choses tiennent la route, bah, on fait sur le budget qu'on avait prévu pour financer son salaire tout le long de l'année, elle ne sera remplacée s'il faut remplacer que l'année d'après, il faut tenir pendant 1 an. Donc ça, il faut être aussi un peu stratège sur ces questions-là, donc c'est des vrais éléments. Et puis on a quand même, il faut dire clairement, je le disais tout à l'heure, 2 à 3 départs cette année en retraite qui sont des agents, dont une cadre qui est vraiment en fin de carrière, dont l'impact sur la masse salariale est quand même important, mais c'est normal, elle est cadre, elle est en bout de carrière, elle est au taquet des indices, des échelons, ça fait partie de la vie, et cette personne ne sera pas remplacée, puisqu'elle est déjà par 2 autres personnes qui sont arrivées, qui sont sur le budget du service d'aide à domicile, donc c'est tout bénéf dans les caisses de la ville, puisqu'il n'y a pas de projection à la remplacer, ce sera de l'argent qui reviendra, qu'on n'aura plus à mettre sur le 0,12. Ça, c'est une vraie question. On a été prudent aussi sur notre 0,12 budgétairement, puisque, vous le savez, il nous manque un cadre en finance, ressources humaines, marché public. On est sur une voie de recrutement, je pense, qui devrait bien se passer, et on croise les doigts. On a préféré se donner le temps, on a vu quelques candidatures qui ne nous ont pas forcément donné satisfaction. Le but, c'était pas de courir. On préférait attendre à avoir la bonne personne. Je pense qu'on est sur quelque chose qui est en train de se finaliser, qui devrait tenir la route. Personne là, on a gardé le budget comme s'il y avait toujours quelqu'un. Puisque l'objectif, c'est pas de se dire, bon, bah, il n'y aura plus personne qui remplacera. Si, il y aura quelqu'un qui remplacera. Donc on a gardé au budget les crédits qu'il fallait pour remplacer cette personne-là, quand bien même elle devrait arriver, si les choses se passent bien, au mois de septembre. Ce qui nous permet de dire que les premiers mois de l'année, l'argent qu'on a mis dessus, ça fera peut-être une bouffée d'oxygène en cours d'année si on a besoin ailleurs. Mais il faut le prévoir. On a aussi, il faut le souligner dans le 0,12, un certain nombre d'agents qui sont en congé longue maladie, parce qu'ils rencontrent des soucis de santé, c'est pas un plaisir, hein, voilà, des gens qui ont des lourds soucis de santé. Ça concerne quand même 5 à 6 agents de la collectivité, qui sont pour certains toujours en traitement plein,
C'est-à-dire que nous les payons. Ces gens-là sont dans le classe salariale. Alors nous avons notre assurance qui nous rembourse, donc ça permet d'équilibrer, mais indirectement, ces personnes-là, on ne les remplace pas forcément. Je sais qu'il y a des tensions notamment au service technique, il y a 3 ou 4 personnes qui touchent le service technique. C'est aussi du personnel, et c'est une analyse qu'on a faite. On a un personnel qui est aussi assez vieillissant et qui attrape des maladies classiques, des dos qui se bloquent, des problématiques de santé un peu plus lourdes ou quoi que ce soit, qui font qu'on arrive des gens en arrêt maladie. Et non pas qu'on n'a pas la capacité financière de les remplacer, mais les remplacer nous poserait problème, puisque ça sera encore augmenter le budget ressources humaines. Certes, on aurait des recettes en face parce qu'on est compensé par nos assurances, mais en volume, on dirait, mais attendez, vous avez une masse salariale extraordinaire. Non, la masse salariale, elle est importante simplement parce qu'on fait des remplacements. Donc on mène avec le service ressources humaines au maximum les différentes procédures qu'on a à faire pour à un moment tomber, lorsque la loi nous permet, des fois sur des agents qui tombent en demi-traitement. Alors généralement, ils ne sont pas dans une situation catastrophique puisqu'ils ont cotisé à des organismes de prévoyance qui permettent de faire de la compensation de perte de salaire. Par contre, nous, on y est gagnant parce que c'est un demi-traitement. On n'a plus à sortir autant que quand on est en plein traitement. Et puis, il faut avoir aussi une gestion entre guillemets humaine sur le sujet. C'est pas des gens qui sont fainéants, qui attendent que le temps passe chez eux s'ils sont pas... Comment? C'est pas 3 ans. Je sais plus les modalités de plein traitement. Je crois que c'est 3 ans. C'est 3 ans de salaire plein. On en a un au mois de juin, il va arriver à ces 3 ans de salaire plein. Et voilà, après c'est toujours... Après c'est... Exactement, et après c'est toujours se battre aussi, où on sait, je suis plutôt cash, on sait pertinemment qu'il y a des gens qui sont extrêmement en fin de carrière, qui ne reviendront jamais, même avec un poste adapté, les pathologies, les maladies qui les touchent malheureusement font, qui ne pourront pas réintégrer. Voilà, on a déjà eu des cas où on a réintégré des gens parce qu'on a pu faire un poste adapté, s'organiser. C'est aussi socialement notre rôle, parce qu'on a un agent finir sa carrière chez soi en maladie, c'est pas tip top. Si on peut réinsérer quelqu'un, on a toujours des petits boulots, des petites missions à s'organiser. Sauf que là, on a des gens dont on connaît les pathologies, on sait pertinemment qu'ils ne pourront pas revenir, ce ne sera pas compatible. Sauf que quand on saisit le comité médical dessus, les propositions des médecins et des membres de l'école, c'est de dire ouais, on laisse traîner au maximum, sauf que nous, ça nous coûte un bras. Voilà. Et le même comité nous dit, on sait qu'ils ne reviendront pas, mais on laisse traîner au maximum. Mais ouais, mais nous, comment on fait? On remet seulement les services encore plus en tension et on multiplie donc les risques pour leurs collègues d'avoir encore d'autres problèmes professionnels parce qu'il y a une surcharge de travail et une surexposition. Voilà comment ça se passe. Voilà sur ce budget 0,12. Sur le reste des autres budgets des dépenses de fonctionnement, vous voyez qu'on est sur des choses qui sont assez similaires. Rien de bien spécifique dessus. Sur nos recettes de fonctionnement, les seuls sujets où on a potentiellement des augmentations et des augmentations assez importantes, c'est sur les impôts et taxes. C'est notamment lié à la revalorisation de l'indice de base de valeur locative, on disait tout à l'heure. On a un certain nombre de sujets qui vont revenir dessus. La taxe d'aménagement, parce que si on a quelques grosses constructions sur la commune qui peuvent se faire, je pense notamment au niveau de la zone d'activité, on a encore un investisseur à voir la semaine prochaine, il paye une taxe d'aménagement. Alors on l'encaisse une fois, mais ça fait une grosse entrée d'argent par moment. Une fois quelqu'un qui fait un bâtiment industriel, il y a 40 ou 50 000 euros de taxe d'aménagement. Vous voyez quand même rentrer dans votre budget. Donc ça, c'est un vrai sujet. On a été extrêmement prudent sur les recettes, dotations, subventions, participations. On les a même fait diminuer un petit peu, alors que, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, normalement ça ne devrait pas bouger, ça devrait même augmenter. Sauf qu'à l'heure actuelle, on n'a pas les notifications de la DGFiP sur le sujet, donc on préfère être extrêmement pessimiste, top 30 de risque, se serrer la ceinture, et au moment où on a les notifications, dire bon voilà, on a eu raison, on a un petit peu de bouffée d'oxygène, c'est un peu mieux, au moins on a un peu de marge de manœuvre. Voilà comment on s'est organisé. Bon, je vous passe les 200 € de placement qu'on a sur les produits financiers sur un livret A. Attention quand même aux banques qui se cassent la tronche, peut-être les 200 €, les reverra jamais. Quoique aujourd'hui, pour avoir 200 €, il faut placer 200 000 € presque. Donc voilà. J'exagère, mais je pense le ton, mais c'est pas ça qui fait changer les faces du budget. Là, il faudra effectivement être extrêmement attentif, je le disais, c'est sur les factures de gaz et d'électricité. Voilà, on a la preuve par les chiffres. On a la preuve par les chiffres. Moi, chaque asso qui a un dire, ouais, mais il fait 14 dans les salles, il fait froid, ouais, mais vous coupez le soir à 22 h, ouais, mais il y a tel truc. Ben, vous les financez, les 415 000 € de gaz. C'est un choix. C'est pas un plaisir, hein, moi, je voudrais que tout soit ouvert, aller au niveau, quoi.
Sauf qu'à un moment, on est obligé de le faire. De toute façon, on fait même à la maison. Voilà. Bah, on est obligé de prendre des dispositions. À un moment, voilà, on n'invente rien. Alors, vous prenez ce que vous faites chez vous, vous le démultipliez. Bon, ce qui est assez rigolo, c'est que pour avoir fréquenté fortement les structures de l'État ces dernières semaines, et vous savez pourquoi, je suis allé à l'Élysée jeudi dernier, les chauffages tournaient à fond de bus, les fenêtres étaient ouvertes. Et nous on le fait, mais eux, ils le font pas. Bah oui, c'est rigolo. Je me suis retrouvé à l'année dernière, au coup de départ de l'ancien sous-préfet, c'était au mois d'octobre, ils avaient déjà rallumé le chauffage. On a mis nos mains sur le chauffage, ils étaient à fond, les fenêtres étaient ouvertes. Donc c'est assez rigolo parce que, quand je dis c'est assez rigolo, c'est sarcastique hein, ce que je dis. C'est assez rigolo parce qu'au fond du fond, les factures de chauffage de ces services-là, on les paye nous avec nos impôts aussi. Hein. C'est de l'argent public aussi au bout du bout. Alors on n'est pas, c'est pas nous qui les gérons, mais c'est. Voilà. Donc à un moment, je pense que la prise de conscience, elle doit être faite pour tout le monde, parce que le président qui nous déclare c'est la fin de l'abondance, qui déclare déjà dans ses propres services et qui demande à ses propres équipes de faire des efforts, je pense que c'est pas les collectivités qui auraient attendu d'avoir des petites plaquettes et des petites flyers qui vous expliquent comment baisser le chauffage dans les salles ou comment remplacer l'éclairage public. On l'a fait bien avant l'État. Et je ne parlerai pas du patrimoine de l'État en quantité qui est inutilisé, sous-exploité, pas entretenu et qui se dégrade. Voilà, moi, peut-être falloir faire une gestion à ce niveau-là. Mais je ne suis pas élu national, je suis élu local et gérons déjà notre commune, ça sera déjà bien. Voilà sur ces différents sujets-là. Sur la question d'investissement, et c'est là aussi où on aura des gros arbitrages cette année, on aura forcément des gros arbitrages à avoir sur le rythme d'investissement, sur la volumétrie d'investissement. Globalement, sur quoi on se concentre, déjà en recettes d'investissement, et on en parlera après, on aura recours à un emprunt qui, je pense, sera entre 600 et 700 000, 800 000 euros peut-être au maximum, mais on en parlera juste après, qui ne nous met pas en danger, puisqu'on a un gros emprunt qui s'arrête l'année prochaine, on a une dette vieillissante, et surtout cet emprunt-là, il y a une partie qui est sous forme de dotation, déjà acquise de 150 000 euros à taux zéro, c'est un prêt à taux zéro qui vient de la CAF, mais j'en parlerai après. Globalement, sur les projets d'investissement, l'objectif qui a été donné, c'est de terminer ce qui est en route. On ne va pas se relancer dans des choses extraordinaires. Quand je dis terminer ce qui est en route, c'est finir le secteur Mozart. Là, on sait qu'il y a toute la partie espace vert qui a été réalisée et qui va encore se poursuivre dans les prochaines semaines sur Mozart, rue de la Beauvoir, rue des Champs. Le positionnement de la rue Gilles Nemans, à la fois pour le réaménagement des voiries et le réaménagement des plantations, il pourra se faire en 2023 que si on obtient des subventions pour d'autres projets ou par remobiliser des crédits sur ces fonds-là, et il se fera que dans une deuxième partie de l'année, c'est-à-dire à partir du mois de septembre. Si on arrive à le financer parce qu'on a obtenu des subventions sur d'autres projets. Le deuxième projet qu'il faut terminer, c'est l'espace enfance jeunesse. La tranche 1 a été terminée, on a la tranche 2, et pourquoi il faut le terminer? On a 80% de subventions, on est au taquet. Donc celui-là, on ne fera jamais mieux, on est au bout du bout, on a l'argent, c'est aussi pour des questions de communauté pour nos gamins et pour le fonctionnement de nos services. Celui-là, il coche toutes les cases, donc ce projet-là, on le flèche en priorité. Autre sujet sur lequel on travaille et sur lequel il va falloir flécher entamer, c'est les travaux d'hôtel de ville. Les diagnostics ont été terminés, notre programme de travaux est terminé, on a recruté la maîtrise d'œuvre, on a des gros dossiers de subventions qui sont en train d'être déposés au département. On va en parler après sur d'autres questions qui vont nous permettre de dire allez, cette année on met en route sur la première tranche d'hôtel de ville l'accessibilité, un certain nombre de travaux. On sait que ça va se faire sur plusieurs années. Mais puisqu'on a déjà des subventions, que les équipes soient à peu près prêtes, on va pouvoir commencer, je pense, en deuxième partie d'année, puisque là, on va finaliser le travail avec la maîtrise d'œuvre, on va être en consultation des entreprises certainement avant l'été. L'objectif, c'est que sur la deuxième partie de l'année, on puisse travailler de manière effective, parce qu'on a déjà des financements, les maîtrises d'œuvre sont recrutées, le projet est plus ou moins bouclé, on est tranquille. Voilà 3 gros morceaux sur notre commune pour cette année. Et puis après, il y a des choses qui seront optionnelles. C'est-à-dire que si on obtient un certain nombre de subventions, que les choses se passent bien, on pourra travailler peut-être un petit peu plus vite sur la végétalisation de la cour de l'école Brison. De toute façon, on est au début. Il y a seulement le bureau d'études qui a été retenu, il y a une phase de concertation avec les enfants, de pédagogie avec les enseignants, on se donne le temps jusqu'au mois de juin. Qui dit végétalisation, dit travaux de plantation, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de fenêtre de tir, on ne va pas les planter en mois de juillet, ça sera à l'automne ou plus tard à cette période-ci l'année prochaine. Donc, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas une maturité avancée et qui peuvent être décalées assez facilement. Les autres sujets, c'est l'avancement sur les travaux du centre-ville.
Ça se termine au niveau du cimetière, on pouvait lever la phase monument aux morts, on s'est dit on ne lève pas la phase monument aux morts, on attend encore un peu, et on va essayer de retravailler sur un projet monument aux morts, la place, pour son cheminement, c'est quelque chose qu'on pourra vous proposer et discuter avec vous. On a le temps de monter les dossiers, on a le temps aussi de se dire que si on fait les travaux d'hôtel de ville, forcément, les aménagements de la place, ça doit aller ensemble, il y a une logique, parce que si on change le lieu d'entrée, il faut que l'aménagement de la place soit logique avec ça. Donc ça permet de nous organiser, de travailler dessus, et surtout ça nous permet de finaliser des dossiers de subvention et d'être en attente que nos partenaires puissent étudier les dossiers de subvention et nous donnent une réponse, si oui ou non ils nous financent. Puis après, nous avons un certain nombre de dossiers sur lesquels nous trancherons en cours d'année. Je pense par exemple à la rue Croquois. La maîtrise d'œuvre, si nous avons un petit peu d'argent, on recrutera une maîtrise d'œuvre, certainement dans le dernier trimestre, pour commencer à travailler sur le projet de réaménagement de la rue Croquois. On sait que ça va être un gros morceau. On avait déjà fait une première étude, on s'attend à un projet entre 1 million et 1 200 000 euros. Donc voilà, on ne va pas sortir non plus comme ça du jour au lendemain. L'hôtel de ville, on est à 1,8 million. On est sur des choses assez importantes, donc on est obligé, et c'est ce que je veux dire, premièrement, de prioriser les projets qui sont déjà commencés, parce que le but, c'est pas de couvrir 50 livres à la fois, de prioriser les projets qui sont financés, parce qu'on a des subventions, on a des moyens, ils sont matures, on a les entreprises, on peut aller très vite à les mettre en place. Et puis, troisièmement, c'est de dire qu'en fonction du déroulement de l'année, des opportunités financières, des opportunités techniques qu'on peut avoir, et on avancera sur les autres projets au fur et à mesure, en fonction de l'évolution du coût de la vie aussi, puisque des fois on nous dit bah, attendez, vous ne lancez pas tout de suite, il y a un prix sur les matériaux, attendez 4-5 mois, si vous lancez votre consultation, il y a peut-être 20% d'économie que vous allez faire parce que le prix des matériaux va diminuer, par exemple. Donc à un moment, c'est pas un gros mot de dire qu'il faille décaler un certain nombre de projets, ils seront réalisés, mais ils ne seront pas réalisés forcément dans la temporalité et avec la ténacité qu'on avait pensé mettre au départ sur la réalisation de ces projets-là. Et puis au-delà des gros projets, il y a la vie de tous les jours. On a une collectivité qui a des endroits où il faut entretenir des toitures, il y a des véhicules qu'il faut remplacer parce qu'ils sont vétustes, il y a des besoins de petits travaux au quotidien. Bon, cumuler tout ça, on est à 616 000 euros, ça va vite. Mais voilà, je donne un exemple, on vient de commander un nouveau podium. On lance un podium pour nos festivités qui sort 2 à 3 fois par an. Il a 23 ans, il passe plus au contrôle technique Veritas parce que la structure elle est plus bonne, etc. Il faut 8 bonhommes pour le monter une demi-journée, les mecs qui se pètent le dos parce que c'est un truc à la main, on a investi 78 000 euros dans un nouveau podium. 2 bonhommes, 20 minutes sur remorque, ils rentrent au centre technique, on est reparti pour 20 ans. Ah ouais, c'est 78 000 euros. Mais demain, comment on fait la fête de la musique, comment on fait les kermesses dans les écoles, comment on organise les festivités si on n'a pas de podium, si on n'a pas de barrière, si on n'a pas d'équipement électrique, si on n'a plus de véhicules au service technique, comment nos agents du spatial et d'entretien disent voilà, vous avez 4 débrouilles sérieuses, sur les cases, il y en a 3 qui sont morts pour les remplacer, on n'a pas un rond pour les remplacer. Donc il y a ça aussi, on a des gros projets qui viennent impacter, qui nous obligent à entretenir notre patrimoine, nos actifs, pour que les choses continuent à se dérouler et chacun puisse travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est le déroulement, c'est la stratégie qu'on aura sur cette année 2023. S'il faut retenir, on termine les projets en cours et bien financés, on travaille notre cadencement et on déclenchera au fur et à mesure des opportunités financières et notre capacité à être prêt en interne à mener ces projets-là. Et puis la troisième chose, c'est qu'on ne souhaite pas ralentir non plus l'entretien de nos équipements, les investissements un peu récurrents, basiques, moins flamboyants, mais qui sont autant nécessaires parce que voilà, on ne peut pas se dire qu'on va retaper des belles rues, une belle place, mais qu'il pleut dans les écoles et qu'on ne sait pas faire les toitures, par exemple. On a un exemple. Voilà un peu ce genre de choses. Sur les manières de financer, alors, budget d'investissement, vous savez que la vanne d'équilibre, c'est soit le nombre de projets, tel que je le disais, soit le recours à l'emprunt. On vous a proposé 3 stratégies budgétaires, un peu comme chaque année. 2 stratégies extrêmes. L'une, on dit on fait 0 € d'emprunt, c'est ça, pour faire rien. Même notre investissement courant, on ne peut même pas y subvenir. Voilà, c'est comme ça. Une seconde à l'extrême, c'est-à-dire on va chercher un emprunt maximum pour faire la blinde de choses, on va chercher un peu plus d'1 200 000 € d'emprunt. Pas de problème, on peut faire beaucoup de choses, sauf que notre endettement, il grimpe très rapidement. Et puis, deuxième chose, aller chercher 1 200 000 € d'emprunt, je ne suis pas certain qu'on soit capable de sortir tous les projets, parce qu'on n'a pas l'ingénierie, parce qu'on n'a pas le temps de sortir 50 marchés publics en même temps, de suivre ce genre de choses. Donc, c'est aller chercher de l'argent, endetter la commune, en sachant pertinemment qu'on ne saura pas réaliser notre programmation d'investissement. Donc, c'est inutile.
Et vous avez une position intermédiaire, je pense avec un recherche de financement autour de 800 000 €. Là, pourquoi on a mis cette somme-là? Je le disais tout à l'heure, les 800 000 €, on les décompose de deux manières. 650 000 € de recherche sur un emprunt classique. Quand je dis classique, c'est les emprunts de madame et monsieur tout le monde, on sollicite les banques, les organismes. En combien vous nous faites une proposition si on vous emprunte 650 000 €. Plus 150 000 € qui est une dotation sous forme d'emprunt qui est accordée par la caisse d'allocation familiale, notamment pour flécher sur la phase 2 du projet enfance-jeunesse, l'espace enfance-jeunesse, à hauteur de 150 000 €. C'est-à-dire que globalement, on rembourse sur 10, 15, 20 ans, il n'y a pas d'intérêt dessus, mais c'est considéré comme un emprunt puisque ce n'est pas une subvention, c'est un prêt à taux zéro. Ce qui permet de débloquer des dossiers, c'est ce que la CAF fait aussi. Donc, ce qui fait que consolidé, on est à peu près à 800 000 €, ce qui donne une situation à peu près correcte, qui va être notamment amorti l'année prochaine, puisqu'on a un très gros emprunt qui s'arrête l'année prochaine en 2024, et qui donc, même si l'année prochaine on souhaitera encore refaire un emprunt, va nous permettre de garder des ratios de rigidité assez intéressants, et surtout un niveau de désendettement assez correct. Globalement, pour vous donner quelques chiffres, sans entrer dans les détails, on nous demande, c'est des chiffres, des ratios qui sont donnés par la DGFiP, les calculs sont faits sur des ratios d'autofinancement. Alors pour la dette divisée par l'autofinancement brut. Généralement, quand vous arrivez autour de 11 années et au-delà, c'est extrêmement tendu. C'est extrêmement tendu. Quand vous êtes en dessous de 8 années, ça roule, c'est crème. Bon, j'ose pas vous dire, l'ancienne métropole, c'est un an. Il n'y a pas de dette à la donc voilà, et c'est le choix. C'est une ado qui a fait de l'ingénierie, il n'y a pas de charge de personnel. Ils n'ont pas de patrimoine, donc là, le gaz, il peut augmenter l'électricité, ils n'ont pas de bâtiment. Ils ont très peu de bâtiments, donc il y a peu d'impact. Après, voilà, il y a des studios, le CCS, il n'y a aucun impact dessus. Le CCS, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien. Donc le gaz et l'électricité, pour augmenter, ce n'est pas des budgets qui fluctuent. Nous, on l'a. On exerce les compétences, on a du patrimoine. Pour vous donner les références, au-delà de 11 ans et au-delà, c'est quand même assez tendu. En dessous de 8 ans, c'est très bien. Si on fait un emprunt, si on fait 0 emprunt dessus, on serait à 6,54 années. Donc, tout belle. Si on fait un emprunt 1 200 000 €, on est à 8 années 0,6. On est juste au-dessus. Vous voyez que ce n'est pas hyper dangereux. Si on fait un emprunt à hauteur de 800 000 €, on est à 7,55. Vous voyez que ça reste raisonnable, on reste en dessous du seuil. Il faut prendre en compte une chose, c'est que sur ce chiffre-là, les paramètres qui jouent, ce n'est pas uniquement le niveau d'emprunt, c'est aussi les dépenses de fonctionnement. Or, comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas comment vont se comporter les dépenses de fonctionnement, le coût de la vie s'il va continuer d'augmenter. Donc demain, on pourrait aller chercher un million de 100 000 €, on est à 8,6, sans aller chercher plus, sauf que si on a le coût de la vie qui augmente et notre rate qui augmente, sans rien faire, sans tomber dans le délire, on va vite monter à 10, 11 et être en réseau d'alerte. Donc je pense qu'il vaut mieux être raisonnable, être dans des choses qui sont de proportions raisonnables, peut-être finalement attendre en cours d'année d'avoir des subventions qui rentrent, et peut-être se dire bah, finalement c'est plus 800, c'est plus 650 qu'on va chercher, les 150 sont déjà fléchés, c'est plus 650 qu'on va chercher, c'est 500 parce qu'on a réussi à retrouver 150 000 € à droite à gauche ou quoi que ce soit, et donc on est un petit peu en dessous, et même si le coût de la vie a un peu augmenté, on garde des ratios de rigidité corrects. Et surtout, on n'augure pas l'avenir pour notre commune, parce que le but, c'est pas d'essayer une banqueroute derrière. On a un mandat, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais globalement, c'est pas de dire, bah voilà, après moi le déluge, on est là, allez, c'est le grand délire, on en fout plein la vue, et puis celui ou celle qui arrive après, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, il y a des élections et des choses comme celle-là, arrivera en disant, bah finalement, je suis comme ça, j'ai plus la rond, je ne sais plus rien faire. Voilà, il y a des gens qui font le choix de faire ça. C'est pas le genre de choix que je défends moi, au niveau de la commune et que je souhaite vous proposer ici au conseil municipal. Voilà sur ces différentes présentations de stratégies de financement qui seront forcément affinées d'ici le vote du budget mi-avril, mais qui, je pense, en termes d'orientation, ce seront dans ces eaux-là, entre 650 et 800 000 € de recours à l'emprunt. Vous avez un autre volet qui est important, c'est le volet des subventions, et vous avez dû le voir sur la page 10, on a fait évoluer notre tableau, puisqu'on a mis le type d'opération, la typologie de subvention, à quel appel à projet ça correspond. Alors certains c'est l'État, certains c'est le département, d'autres c'est la région, d'autres c'est l'eau, d'autres c'est l'agence de l'eau. Et le niveau de quand je dis niveau de financement,
la quantité de subvention, la somme que nous avons demandé, et surtout son niveau administratif. Quand je dis son niveau administratif, quand vous avez rare, ça veut dire que c'est une subvention qui est déjà inscrite au budget 2022, qui n'a pas pu être soldée pour des raisons administratives, mais qui est déjà dans le budget, qui est déjà comprise et sur laquelle il ne faut pas compter comme nouvelle recette. Quand vous avez acquise, ça veut dire qu'on l'inscrit au budget 2023, mais dont on est déjà certain qu'on va l'obtenir, et qui va être inscrit comme nouvelle recette. Et vous avez ensuite sollicité. Sollicité, c'est tous les dossiers que nous avons demandés tout au long de l'année, qui ne sont pas inscrits au budget en recette pour le moment, mais qui, si on avait un avis favorable, permettraient d'être inscrits au budget tout au long de l'année, au moment où on aura une notification. Alors on va vous dire, l'État n'aura pas de notification avant le mois de mai ou le mois de juin, donc on verra les choses avant l'été. Et le département, généralement, c'est pas avant la mi-septembre. Voilà. Donc, il faut être clair dessus. Globalement, pour être assez cash avec vous, nous avons en reste à réaliser en termes de subvention, en termes de volumétrie de subvention, un petit peu plus de 205 000 € en reste à réaliser. Donc, sur les opérations qu'on va encore continuer. C'est simple, ça concerne l'hôtel de ville, pour ça, il nous dit qu'il faut qu'on avance dessus. Et ça concerne le projet Mozart, sur la phase 4. C'est pour ça qu'il faut la terminer en deuxième partie d'année. En subvention acquise qu'on a sollicité, c'est toujours la restructuration des quartiers Mozart. Il y a 50 000 € au niveau de la restructuration des espaces publics, on dit que c'est du ZIC, c'est de l'aglo, c'est un droit de tirage. On a une enveloppe, il n'y a pas de grands sujets, on vient tirer dans l'enveloppe, donc on sait que c'est acquis. On avait fléché 30 000 € pour le centre-ville sur les abords du monument, bah, ça dépendra de l'orientation qu'on prendra. Si on peut aller plus vite, on les sollicitera et on les intégrera. Si on va moins vite, on ne les mettra pas. Et nous avons 7 420 €, toujours sur Mozart phase 4 de l'agence de l'eau, c'est parce qu'on vient de raccorder des réseaux et on fait de la gestion alternative des eaux pluviales. Et on a en acquise sûr et certain 71 600 €, quand bien même on délibère juste après. La délibération, c'est juste pour le dossier administratif, mais la CAF nous a confirmé que nous avions 71 600 € de subvention pour l'espace enfance-jeunesse tranche 2. Donc ça, c'est des choses, comment oui, c'est pas la CAF, c'est la région, excusez-moi, au niveau de la DPV. Donc voilà comment ça s'organise. Et ensuite, en sollicité, c'est des choses qui sont soit dans le conseil aujourd'hui ou qui vont arriver en cours d'année, notamment pour le prochain conseil, parce qu'on est en train de finaliser les délibérations. C'est 129 000 € au niveau de l'État de la DSIL pour la phase 4 de Mozart. C'est 188 000 € au niveau de la DETR. C'est une nouvelle DETR, la DETR ici pour les travaux hôtel de ville. Vous avez 10 000 € pour la cour de l'école Brison, c'est pour la végétalisation dans le cadre du fonds vert, et on a fait vraiment bas en niveau de financement, je pense qu'on pourra avoir un peu plus. Il y a 75 000 € de la CAF pour l'espace petite enfance, alors on l'a sollicité, mais même chose, c'est quelque chose qui est presque validé, sauf qu'on ne peut pas l'écrire parce que la CAF n'a pas délibéré dans son conseil d'administration, mais voilà, globalement c'est parti pour. Vous ne pouvez pas l'afficher, parce que je me mets à la place d'un administrateur CAF qui entendra un maire qui c'est déjà validé, qui n'a pas encore fait voter, c'est quand même un peu gênant, qui a voté la subvention. Et ensuite, on a ressollicité 143 392 de DETR pour l'espace petite enfance au niveau de l'État. Donc vous voyez qu'en rare, on a 203 000 €, en acquise, on a 159 000 €, et en demande, on va être à 545 000 €, ce qui fait un total de 908 000 € sur l'année. Sur les 908 000, aujourd'hui, on n'a inscrit que 203 000. Donc c'est pour vous dire qu'on va pouvoir, si les choses se développent, aller beaucoup plus vite et de manière assez positive en cours d'année, en fonction des notifications et du fait qu'on ait ces subventions. Je ne suis pas au département, je ne suis pas à la région, je ne suis pas à la CAF pour les valider. Mais voilà, au moins vous avez une visibilité un peu plus importante et ça vient aussi corroborer le discours de se dire étape par étape, parce qu'il y a des choses qui risquent de tomber assez rapidement financièrement, mais on ne roule pas les étapes. Voilà sur cette question-là. Un petit volet sur la question de la fiscalité. On le disait tout à l'heure, l'augmentation des bases de 7,1%. On va vous proposer au prochain conseil de ne pas augmenter les taux d'imposition sur notre commune. Voilà, il n'y a pas un effet levier sur notre budget, mais en tout cas il n'y aura pas d'effet négatif et on n'en attend pas des recettes mirobolantes. Vous avez une seconde partie qui est assez important pour notre commune, c'est les engagements pluriannuels que la commune peut avoir d'un point de vue financier. Alors il y en a plusieurs types. Avec l'établissement public foncier, on n'en a plus.
Il n'y a plus de danger, dans le sens où on a fini de payer les fibres du méno. Souvenez-vous, quand on a récupéré le foncier, c'est terminé. La convention Equipar, c'est terminé, c'est Norcem qui est propriétaire, on est tranquille. Et la convention Courbourgogne, c'est en signature entre Equipar et Norcem. Ça veut dire qu'on ne récupère pas le bébé, on n'a aucun argent à mettre là-dessus. Ça veut dire que le risque financier qu'on a avec l'établissement public foncier, il est nul. La seule chose qui arrivera certainement au prochain conseil municipal, c'est la mise en place d'une convention pour le site Sofana. Mais sur lequel je serai extrêmement aussi sécurisant, puisque nous obtiendrons un contre-concours de l'agglo. C'est un projet qui a pris dans la concession d'aménagement de Norcem, donc les risques que ça retombe sur les épaules de la commune sont extrêmement limités. Mais aussi parce qu'on est dans une convention bipartite sur cette opération Sofana. Donc voilà, les conventions EPF qui étaient encore dangereuses il y a quelques années parce qu'on n'avait pas d'opérateur en sortie, parce qu'il y avait une volumétrie d'opérations assez importante. Souvenez-vous, on était entre 700 et 800 000 euros à sortir. Aujourd'hui, on n'a rien. Donc, c'est aussi un risque financier en moins pour notre commune. Comment ça se fait qu'on n'entend rien dans ce sens ? C'est moi qui n'ai pas de surdité. Le deuxième engagement pluriannuel, c'est la concession d'aménagement multisite avec Norcem, c'est ce qu'on disait. Les grosses participations sont passées. Il nous reste en 2023 18 541 euros et on avait la participation affectée à la TVA qu'on a réussi à décaler. Donc on a discuté avec Norcem, les 83 000 euros nous permettent de décaler sur un prochain exercice, il n'y a pas d'urgence dessus, puisque les opérations ne sont pas fortement avancées, ils n'ont pas dû payer de la TVA qu'on pourrait récupérer. Donc on a dit, écoutez, le budget est déjà assez tendu, est-ce qu'on peut le reporter sur un prochain exercice? Il n'y a aucune difficulté, donc cette année on paiera 18 541 euros à Norcem au total. Je rappelle que cette participation-là, elle nous sort quand même les 400 et quelques mille euros qu'on sort là, ils nous mettent en sécurité par rapport aux sorties de convention EPF. Je préfère mettre 400 000 euros dans une concession d'aménagement à Norcem et voir des quartiers qui s'aménagent et pas se récupérer l'ingénierie sur le dos, que de devoir mettre 700 ou 800 000 euros pour récupérer des sorties de convention et avoir aucun projet sur les friches industrielles. Non, on se le dit clairement. Le troisième engagement pluriannuel, lui, est plutôt affecté en section de fonctionnement, c'est la délégation de services publics pour la gestion de la crèche. Donc lui, c'est pas un impact en investissement, c'est la gestion de la crèche, il est un délégataire, avec un enjeu, la délégation de services publics s'arrête au mois de juin 2024, si je ne me trompe pas. Donc on s'est mis d'accord, parce qu'on travaille en commun avec la commune de Crépin. La commune de Crépin est venue vers nous, parce que la procédure, au mois de juin, quand on lance la procédure, il va falloir faire un bilan, on veut mettre en place une commission communale, je me souviens, pour une délégation de services publics, voir si on travaille encore avec Crépin ou pas, je ne sais rien, moi, de quelle manière on aborde le sujet. Donc on s'est mis d'accord en disant on laisse passer le budget et après on se remet autour de la table de la commune de Crépin. Je regarde Frédéric là-bas, mais ça va partir des prochains sujets ici au printemps qui vont être abordés. Mais c'est un engagement pluriannuel parce que chaque année on a signé un contrat pour plusieurs années de temps de la DSP pour financer le service qui est mis en place par un délégataire privé. Et enfin, les engagements pluriannuels mais sur lesquels on a une maîtrise, c'est les autorisations de programme crédit de paiement, c'est les fameux gros projets qui se font sur plusieurs années et sur lesquels on a un engagement pluriannuel parce que le projet, par exemple, si on prend les aménagements d'espace enfance jeunesse, au total on est sur 900 000 euros, bah, ça a été 57 000 euros en 2021, 395 000 en 2022, 422 en 2023. Voilà. Alors ces engagements-là sont moins risqués parce que si on n'a pas l'argent, on peut diminuer les crédits et pas faire le projet. En attendant, on a quand même fait une programmation pluriannuelle d'investissement. Et le deuxième programme pluriannuel d'investissement, c'était sur les travaux d'aménagement et de voirie, trottoir, cité Mozart. Il y aura de nouveaux APCP en cours d'année. On le disait, les gros projets, on les fait sur plusieurs années. Il y aura, donc on va ouvrir des opérations, travaux d'hôtel de ville, ça sera certainement au prochain conseil municipal. On aura une visibilité, on se dit, voilà, travaux d'hôtel de ville en 2023, on fait ça, en 2024, on fait ça, en 2025, on fait ça, et en 2026, on fait ça. Les aménagements des espaces publics centraux, c'est centre-ville, la place, le monument aux morts, les abords, tout ce qui peut être mis en place dessus. Le réaménagement de la rue Trombois, parce qu'on sait qu'on fera un minimum sur 2 exercices. Alors le but c'est de faire un chantier d'une seule traite, mais je pense qu'il se fera, ce chantier commencera certainement, si les choses vont bien, en fin d'année 2024 et continuera sur le début de l'année 2025, ce qui fait qu'on aura des crédits un peu sur le budget 2024 et un peu sur le budget 2024, ce qui fait que sur 2025, pardon, qui
qui fait qu'on en passera moins sur une année ce genre de choses. Encore une fois, sous réserve d'obtention de subventions et que le calendrier se passe bien. On le fera de manière pluriannuelle. Et la création du multi-équipement sécurité pôle secours, c'est le fameux regroupement SDIS police municipale, où la même chose, les discussions techniques ont été très bien avancées avec les services de justice. Maintenant, c'est qui fait quoi et qui met quoi. Et c'est uniquement politique. Les discussions elles vont être menées avec le président Roussin, le président de justice et le président Poiré, le président du département, parce que c'est lui qui finance indirectement le SDIS. Et les discussions vont être à ce niveau-là. C'est un sujet qu'on a dans les prochaines semaines. Le directeur de cabinet est revenu vers nous. Le directeur de cabinet est revenu vers nous. Donc ça va aller. Voilà sur ces grands engagements pluriannuels. Bon, vous voyez, ils sont plutôt maîtrisés. Il n'y a pas des risques financiers extraordinaires au niveau de notre commune. Et puis depuis l'année dernière, on a ajouté un petit élément, puisqu'on le disait tout à l'heure, ce qui détermine une politique d'investissement, c'est pas uniquement les moyens financiers, c'est aussi la capacité au service de suivre, de lancer les marchés publics, de les suivre, de suivre les réunions de chantier, de suivre le déroulement, et que si on n'a pas les moyens pour suivre administrativement ce genre de choses, ça ne sert à rien de mettre des crédits et de mettre de l'argent à tout va, en sachant pertinemment qu'on n'aura pas le temps de les réaliser sur l'année. Globalement, sur l'année 2023, la stratégie d'achat public va être la suivante et va se concentrer sur les sujets suivants. On va être sur, on vient de recruter une maîtrise d'œuvre pour l'hôtel de ville, ça va être le recrutement des entreprises. Ce sera certainement après l'été. Donc pour finir l'équipe de maîtrise d'œuvre, de monter les marchés, ce sera certainement une consultation pour la rentrée de septembre. L'aménagement de l'espace petite enfance, ça ne va pas tarder. Je pense qu'on va être en consultation des entreprises pour en mai-juin, parce qu'on va peut-être un petit peu plus vite que prévu, pour recruter les entreprises soit en courant d'été, soit tout de suite en début de rentrée, pour commencer le projet à partir du mois de septembre-octobre. Troisième sujet d'achat public, c'est l'aménagement des espaces publics centraux par les monuments morts, parce que projet Salengro, tranche 2, on s'est dit qu'on travaillerait les courants septembre. Je pense qu'on prendra peut-être un petit peu plus de temps dessus, parce qu'il y a des volumétries importantes, et je voudrais qu'on peaufine un peu le projet ensemble, qu'on puisse discuter de la place, de comment on la voit, même s'il y a déjà plus ou moins une colonne vertébrale sur l'idée, mais il y aura des choses à lever qui viendront forcément impacter la consultation des entreprises et le projet tel qu'il est prévu. Vous avez le recrutement d'un bureau d'études pour la création d'un équipement regroupant le centre de secours et la police municipale. Alors, encore une fois, ça c'est une grande question. Si c'est nous qui avons la maîtrise d'ouvrage, peut-être que ce sera le département. Le SIS nous dira, attendez, c'est nous qui allons monter une programmation de travaux, ça nous coûte autant, comme il y a la police municipale dedans, vous nous donnez un fonds de concours, en partie, mais c'est nous qui recrutons un cabinet, on travaille ensemble dessus. Si ce n'est pas le SIS qui le fait, c'est nous qui le faisons, il faudra recruter une consultation pour trouver un programmiste. Donc ça, une grande question. Et puis le dernier sujet, c'est un sujet d'actualité. On va proposer de recruter une équipe de maîtrise d'œuvre pour les travaux suite au sinistre à la salle Sénicopie. Alors le sinistre est extrêmement limité, c'est les cuisines. Il y a les cuisines et il y a toute l'électricité à refaire, puisque l'origine est d'électrique, et forcément, vous nous demandez de déposer l'électricité du bâtiment et de la reprendre intégralement. Sauf que vous le savez, on a un projet d'épicerie sociale et solidaire avec le CCAS, qui pourrait s'implanter potentiellement à côté de la salle Sénicopie, où il y avait les locaux de Cœur et Amitié. Et l'idée, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on ne montrait pas les projets de manière concomitante et qu'on ne choisirait pas une maîtrise d'œuvre commune avec une tranche réfection des cuisines et électricité et une tranche aménagement d'une épicerie sociale et solidaire. Donc, recruter une maîtrise d'œuvre, on est en dessous des seuils, on va mettre en concurrence de manière simple, on n'aura pas de difficulté. Par contre, derrière, on sera peut-être dans l'obligation, en fonction des seuils et de la volumétrie de travaux, de faire une consultation des entreprises. Alors ça sera un apport, mais de manière un petit peu plus formalisée. Donc ça, c'est aussi une question d'achat public. On n'a pas de sujet de marché public sur le fonctionnement, c'était l'année dernière. C'était les coqueurs, l'éclairage public, la restauration scolaire, les assurances. Alors s'il y a peut-être un risque, c'est que notre assureur nous dégage pour le risque bâtiment, parce que l'assurance, je ne sais plus combien on payait par an, c'est pas énorme, je crois. On payait 18 000 euros, il va peut-être faire un chèque de 100, 120 000 euros, donc peut-être une bien en cours d'année. Ciao, il faudra lancer une consultation uniquement pour le lot bâtiment, mais il faudra peut-être en faire une. Et puis là, c'est pour, parce que c'est une consultation appel d'offres européen. Donc voilà, on verra bien. On verra. Mais c'est le seul risque qu'on a cette année. Voilà sur la stratégie d'achat public, on n'a pas de gros sujets. C'est plutôt lié à la programmation d'investissement. C'est pas pour le train de vie global de la commune, comme on a pu l'avoir l'année dernière. Quand on a ça sur une année, je peux vous dire que les services derrière, les carburent.
Et en plus, c'est pour gérer des achats qui ne sont pas visibles pour les habitants. Sur des assurances, c'est pas visible pour les habitants. Bon, sauf quand il y a un bâtiment qui craint. Mais voilà, l'achat des copieurs, la gestion de la restauration scolaire, c'est pas ce qui est plus visible pour les habitants. Demain, vous faites un marché, vous dites je retape une rue, je refais tout, quoi que ce soit, là c'est un peu plus visible. Donc voilà, mais ça mobilise du temps. On a une troisième partie qui est sur la structure et la gestion de la dette. Je ne fais pas de commentaires extraordinaires, on a une dette qui est plutôt maîtrisée, pas d'emprunt toxique, une dette qui est plutôt vieillissante. Ça c'est une réalité. Globalement, les gros traits, on disait tout à l'heure, on a une capacité de désendettement qui s'est améliorée et qui est de 5 ans et 15 jours par rapport au résultat de 2022, ce qui est extrêmement correct. Je vous disais tout à l'heure, en dessous du temps, c'est très bien, à partir de 11, ça commence à être tendu. Je me souviens qu'il y avait une commune du secteur limitrophe à Valenciennes, c'est la deuxième plus grosse commune de nos secteurs, qui est arrivée à 70 années de dette à une époque. Ah ouais. Donc voilà, c'est pour ça. Bon voilà, c'était une autre époque. Mais voilà. Nos capacités de désendettement sont très maîtrisées. Et l'explication qui est faite de manière globale, c'est un travail qui a été fait surtout par Philippe Blocher, qui nous donnait un petit coup de renfort et qui connaît très bien ce sujet-là. Puis tout à l'heure, on a un gros emprunt qui avait une grosse annuité qui s'arrête l'année prochaine et qui nous permet de continuer sereinement à avoir une politique de gestion de dette et d'endettement raisonné et raisonnable au niveau de notre commune. Vous avez une conclusion, je vais la faire assez courte. Globalement, effectivement, l'année 2022 n'a pas forcément été facile, mais on a réussi à maîtriser quand même plus ou moins les choses. L'objectif de 2023, c'est de continuer à maîtriser les choses quand même on voit qu'on a une envolée du coût de la vie et des fluides, qui nous poussera peut-être même des fois à aller plus loin. Alors, je ne sais pas, je vais faire comme mon collègue de Valenciennes, on peut du tout chauffer les bâtiments, parce que c'est aussi les dégrader. On peut chauffer un bâtiment, mais on devra prendre encore de dispositions. Que la politique d'investissement a été menée comme il fallait, mais qu'il y aura un ralentissement et quelque chose de plus stratégique en 2023 pour des raisons financières et techniques, et que nous devons continuer à faire des investissements qui sont à la fois utiles à la population, mais qui génèrent aussi des économies derrière. Notre éclairage public, on sait qu'il sera terminé cette année, ça va générer des économies. La rénovation de l'hôtel de ville avec son isolation thermique, on peut le dire ce soir encore, il fait encore à peu près bon, va générer des économies. Le remplacement de chaudières dans des équipements, le remplacement de l'éclairage de la salle François-Denis avec un passage LED, où on n'est pas obligé d'allumer tout l'éclairage, là quand on appuie, tout s'allume en même temps, demain on pourra mettre une ligne par ligne ou une lumière sur deux, avec une consommation qui sera quand même un peu moindre. Ce sont des économies. Donc il faut qu'on continue sur cette voie-là, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre l'entretien de notre patrimoine, faire les investissements nécessaires pour essayer de maîtriser au maximum nos dépenses de fonctionnement et le coût des fluides, et continuer quand même à avoir des projets structurants pour développer notre commune, pour avoir des espaces publics un petit peu plus sympas, un peu mieux à vivre, et surtout des espaces publics qui soient rénovés, qui ne sollicitent pas derrière de devoir refaire des nids de poules, des trucs à la con, enfin voilà, qui coûtent aussi un bras, et qui ne sont pas extrêmement qualitatifs. Voilà deux orientations. L'objectif, et quand on a préparé le rôle, je pense que c'était important aussi, c'est que la commune est de plus en plus attentive à l'intégration des questions de développement durable et de préservation de l'environnement sur ces projets d'investissement, on le disait tout à l'heure, à la fois la manière avec laquelle on déroule nos projets, mais aussi dans le choix de ce qu'on fait quand on parle de végétalisation de la cour d'école, quand on parle d'infiltration des eaux pluviales, éviter de mettre du macadam partout, quand on parle d'isolation thermique, de gestion alternative, de fluides, sur l'hôtel de ville, on sait qu'on va travailler peut-être avec une façade arrière thermodynamique, qui permet à l'été, parce qu'elle est bien isolée, d'éviter qu'il y ait trop de chaleur dans le bâtiment, mais qui en hiver, parce qu'elle est en plein soleil, permet de capter un maximum d'ensoleillement pour avoir de la lumière et un chauffage naturel. Donc on a des choix aussi qui sont aujourd'hui orientés, pas que pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques et de respect de l'environnement, vers une gestion plus tournée vers le développement durable. Voilà. On utilise moins de béton, on utilise moins d'enrobé, on va bien que la Blanc fasse autant sur ses pistes cyclables. Je regarde Jean-Marc parce que c'est un sujet qui date d'hier. Mais voilà un petit peu la situation qu'on a au niveau de notre commune. On restera très dynamique sur les appels à projets, vous vous en doutez bien. C'est le moyen d'avoir des programmes d'investissement. Mais ça nous oblige aussi à mener un certain nombre d'études, puisque quand l'appel à projet tombe, si vous n'êtes pas prêt, vous avez une étude, un chiffrage, parce qu'on a 3 semaines pour déposer le dossier, ça n'avancera pas. Donc c'est-à-dire que nous devons continuer à mener notre programmation d'investissement, mais à avoir toujours un coup d'avance
pour dire que demain, s'il y a un fonds qui se lève, il y a des déblocages de fonds d'argent public sur certains sujets, dire bah, tiens, on est prêt là-dessus, on vous le donne tout de suite. Ce qui nous permet d'aller un petit peu plus vite. Mais c'est un vrai sujet, ça demande aussi du travail. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce ROB. Bon, je pense que je l'ai extrêmement long, comme d'habitude, mais exhaustif. Ça fait partie des sujets intéressants. Comme je dis, le compte administratif, c'est le bilan de santé, et puis ça, c'est la feuille de route. Vous avez la feuille de route qui est présentée là. Je suppose qu'il y a des remarques particulières, des questions. C'était complet. Est-ce qu'on peut acter qu'il y a eu une présentation, un minimum de débat, d'échanges, que les choses sont claires? Il n'y a rien à cacher, hein. Franchement, c'est extrêmement clair, il y a des propositions, il y a différents scénarios, voilà. C'est bon pour vous? Impeccable. On l'acte. On déroule la suite du programme. Alors nous avons ensuite une demande de subvention au niveau de la dotation de soutien à l'investissement local auprès de l'État. C'est pour le quartier Mozart phase 4. Globalement, on sollicite 129 537 €. On va toujours chercher le maximum par rapport à ce qui est possible. Au niveau de l'État, vous avez le lancement, l'appel à projet, tout est proposé en annexe. Enfin, vous avez ce qu'on a déposé sur la plateforme de l'État en annexe. Je pense pas qu'il y ait de difficultés particulières. Moi, je te vois. C'est OK pour tout le monde, c'est voté à l'unité, je vous remercie. Même chose au niveau de l'État, on dépose une demande de subvention au titre de l'appel à projet de dotation des équipements des territoires ruraux ETR 2023. C'est pour, si je ne me trompe pas, l'espace enfant jeunesse tranche 2, c'est bien ça, et on sollicite 143 392 €. Pas de difficulté particulière non plus là-dessus. On peut dire que ça a voté à l'unanimité. Je vous remercie. Quand vous demandez d'argent, généralement, on est unanime. On a ensuite, et je le disais tout à l'heure, une demande de subvention au titre de la programmation politique de la ville, volet investissement auprès de la région Hauts-de-France pour la tranche 2 des 60 ans jeunesse à hauteur de 71 600 €. On a eu un accord de principe de la région. Sauf que pour finaliser le dossier, il manquait cette délibération qui sollicite. Mais je pense qu'on n'a pas de difficulté là-dessus. C'est quelque chose qui a pas de difficulté particulière sur cette somme. Je peux dire que ça a voté à l'unanimité, je vous remercie. Nous avons ensuite, nous sollicitons l'ancienne métropole, puisque dans le cadre de son plan climat, l'ancienne métropole propose de financer dans son intégralité. Je vous dis quelque chose. Valenciennes, on est à 3,5. Valenciennes Métropole propose de financer pour la commune de Thiers-Brochin, mais aussi pour les autres communes, 3 bâtiments, les audits énergétiques sur les 3 bâtiments. Ça nous permettra derrière aussi, si, à l'issue des audits énergétiques, si nous réalisons des travaux, de demander des subventions spécifiques à l'AGLO pour financer ce genre de choses. Nous avons donc été stratèges, et nous l'avons orienté vers des bâtiments où nous savons pertinemment nous allons avoir des travaux pour aller chercher des subventions. C'est-à-dire que nous avons fléché l'hôtel de ville, ah ouais, on va y faire des travaux, et en plus un diagnostic qui nous est demandé par la maîtrise d'œuvre, donc c'est autant d'argent qu'on n'a pas sorti. On a demandé la salle des sports François Delisle, forcément, on va travailler sur la rénovation des éclairages de la salle, et puis on sait qu'à un moment, il va falloir se poser une question, il y a une verrière, c'est pas isolé, donc à moyen terme, il faudra qu'on se pose une question sur comment mieux isoler le bâtiment, peut-être installer du photovoltaïque en toiture parce que c'est bien orienté plein sud. Enfin voilà, il y aura peut-être un sujet dessus. Il n'y a rien de mature, mais c'est plutôt stratégique là-dessus. Et puis l'ancien collège, puisqu'on sait qu'on a un bâtiment où au moins l'année prochaine on devra remplir la chaudière, c'est une chaudière centrale. Mais l'ancien collège, il n'y a pas de normes dedans. Si, certaines. Je ne sais pas, je ne connais pas le DTA, mais il doit en avoir. Il doit avoir de la norme dedans. Mais là, ça, on est sur le diagnostic thermique. Mais comme on sait qu'à l'ancien collège, l'année prochaine, on a la chaudière qui est en fin de vie, qui est des années 70, qui vaut 70 à 80 000 € de remplacement. Demain, si on doit déjà remplacer la chaudière avec une chaudière de nouvelle génération, elle consommera beaucoup moins et on pourra aller chercher des subventions. Et aussi, on sait pertinemment que le bâtiment où il y a l'école de musique, le bâtiment où il y a l'école de production va être rénové sur des passoires thermiques. Et que potentiellement, on pourrait peut-être faire une isolation par l'extérieur, des sujets comme cela, mais avec l'audit énergétique, ça nous permettra d'avoir une orientation sur ce qu'on souhaite organiser. Je rappellerai simplement une chose, que c'est les autres bâtiments qui sont concernés par ce qu'on appelle le décret tertiaire auront eux aussi un audit énergétique, mais qui sera pris en charge, alors on est en discussion,
par la commune, mais apparemment l'agglomération pourrait financer 50%. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Les autres bâtiments, vous avez le complexe de la Corderie, l'école Jean-Marie Brison, l'école maternelle Pasteur, l'école du Morel passe pas dedans, et le centre Oubliéno. Ok? Nous les finances, on est d'accord là-dessus? Impeccable, c'est à l'unanimité. Nous avons ensuite des cessions de terrain. Non. Ah, les demandes d'avance de subvention. Patrice, si tu veux, ou je le fais, il n'y a rien de méchant. C'est 2 demandes d'avance de subvention pour 2 associations, quand bien même on va voter dans mi-avril les dossiers de subvention. Mais c'est pour des questions de trésorerie, simplement, vas-y, Patrice, vite fait. Oui, non, il y a eu 2 demandes de subvention. Il y a eu 2 demandes de subvention faites par 2 associations. Donc, le judo qui monte à une grande catégorie au niveau sportif et qui ont des grands déplacements. Donc voilà, il y a eu demande de 1000 €, une avance. Et le nouveau club de boxe qui, lui, a besoin d'une avance aussi pour son équipement. Il y a l'équipement, puis les licences à commencer à payer. Donc, comme ils sont partis à 0, on va dire. Donc il faut les avancer, il faut les aider un peu. Apparemment, c'est une association qui commence à bien marcher. Il y a beaucoup d'adhérents, il y a une trentaine d'adhérents, d'après ce que j'ai pu entendre. Et ça commence fort. Donc voilà. Il y a des licences en affiliation. Alors les fédérations, c'est simple, les fédérations, elles disaient les cotisations, ça tombe rapidement. C'est toujours des questions de décalage de trésorerie. On sait que le judo club fait ses 50 ans, ils veulent faire une animation. À moins, voilà, c'est des subventions qu'on a mis pour les touches au mois de juin. Donc il faut bien qu'on paye la salle, il faut bien qu'on paye les frais, quoi que ce soit. Donc c'est une question de trésorerie. Sur ces 2 avances, pas de difficulté. 2 000 € d'un côté, 1 500 de l'autre. On peut dire que c'est à l'unanimité, c'est très bien. Vous avez ensuite, dans le cadre de l'aménagement du territoire, des ventes de parcelles. La première, c'est une verrue qu'on a vu au niveau de la rue Jean Jaurès. On a sollicité plusieurs personnes, des promoteurs privés, des bailleurs sociaux pour faire la vie améliorée. Personne n'est intéressé. Il y a monsieur, on a eu des visites aussi, les gens qui ont visité, disons, on laisse tomber, on ne comprend pas. On a monsieur Yassine Ouajou qui est intéressé donc pour acheter, c'est une maison qui est en face de la rue. Quand vous sortez de la rue Marie Curie, c'était un ancien accès avec un portail en plancher qui est dans un état lamentable, et une partie du terrain à l'arrière, donc une partie qui est inconstructible, mais une partie qui est constructible en extension. La personne souhaite faire une rénovation et de l'investissement locatif. On propose de vendre le bien à hauteur de 25 000 € net vendeur pour la commune. Et nous, on se retire du pied parce que je pense que d'ici peu de temps, on aurait dû intervenir pour mettre en sécurité, donc ça va être de l'argent pour la commune à dépenser. Pas de remarque particulière. On peut dire que c'est adopté à l'unanimité. Impeccable, merci. Nous avons ensuite la cession de la parcelle 189P. Elle était pour l'instant mise en location auprès de la société. Alors, on a ensuite on a la vente de la parcelle 189P, c'est une parcelle qui appartient à la commune de Quibrochin, qui est située en zone d'activité bleue, et qui est en location à la société Souci. Et nous avons une société qui rachète aussi le transport Souci et qui veut donc racheter le foncier Bonne Corée, qui veut racheter cette parcelle, donc qui est située rue du Quénois. L'évaluation du domaine faisait estimer le prix à 5 € du mètre carré, ce qui faisait une parcelle de 6 000 mètres carrés, ça fait 50 000 €. On vend au prix de 25 € du mètre carré, c'est le prix des domaines, à la société GCA Wallon France, une société de transport spécialisée dans les véhicules. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières dessus. Non, c'est dans la continuité de ce qui est mis en place. Impeccable. Si c'est voté à l'unanimité, impeccable. Nous avons ensuite, dans le cadre des délibérations de vente, le retrait
retrait d'une délibération. Nous avions délibéré le 5 février 2021 pour rendre un T1 à la SCI Selma, puis avec une modification à la SCI CELI qui se substituait par délibération du 15 octobre. On avait mis une date limite pour signer un compromis qui n'a jamais été signé malgré les relances du notaire. Donc on a dépassé les délais de cession, sauf que nous avons hâte de retirer la délibération de vente, puisque nous avons constaté que la vente n'a pas pu être faite, la signature du compromis n'a pas pu être faite, elle se retrouve dans les conventions. Donc on aura cette parcelle qui sera remise à la vente, mais on a déjà une entreprise qui nous a contacté tout à l'heure. Donc ça va assez vite. C'est une parcelle qui est située au fond de la zone d'activité à l'arrière de Equinox sur l'extension PPF. Ouais, c'est ça. Et rejoint le chemin d'Orbis. Ouais, on ne l'a pas connecté parce que la zone elle est bien sécurisée, mais en fait le bout de la rue ça cul-de-sac on est au chemin d'Orbis. C'est ça, exactement. Donc là, est-ce qu'on valide le retrait de la délibération dessus? Et je pense que dans un prochain conseil pour modèle oui, ce sera peut-être short, mais je pense qu'au conseil du mois de juin, on validera la vente à la nouvelle entreprise si ça se fait. C'est fait à l'unanimité. Pas de difficulté, je vous remercie. Nous avons ensuite des cessions à l'euro symbolique, c'est des cessions qu'on a oubliées, souvenez-vous, au conseil précédent. C'est toutes les régularisations d'espace après les raménagements de la rue des Minuits, où on a refait les limites entre les gens qui s'étaient appareils des espaces publics, nous, des endroits qu'on avait laissés partir. Les garages je sais plus ce que c'est. Non, là, c'est devant des petits morceaux devant des jardins. Et après, ça sera des garages. Et on a oublié dans l'eau d'autoriser la commune à céder à M. Mastarny et à Mme Soucy, 30 et 32 rue des Minuits, des morceaux de terrain en face de chez eux, où ça se fait à l'euro, il n'y a pas de difficulté particulière dans les mêmes conditions que les autres personnes. Donc, je pense pas qu'il y ait de remarques là-dessus. On peut dire que c'est bon pour tout le monde, impeccable. Exactement la même chose derrière, c'est des petits morceaux de terrain qui sont devant des garages qui appartiennent à la SIGH. Donc on peut mettre deux garages. Ouais, c'est ça. C'est deux garages qui sont dans le virage de la rue des Minuits. Même chose, on a oublié de délibérer. Donc l'objectif, c'est de délibérer et de vendre ces deux parcelles. Au total, il y a 60 mètres carrés de terrain qui sont déjà occupés par les SIGH et des SIGH l'euro symbolique. Je pense qu'il y a des difficultés particulières. On peut dire que c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons eu suite une délibération assez simple. C'est un déclassement de parc privé communal pour les classer dans le domaine public. Globalement, toutes les rues, vous avez planté, où nous avons la rue de la Faïencerie, rue des Verriers, et on a posé Nelson Mandela derrière, qui sont des morceaux de parcelles cadastrées privées. On veut classer dans le domaine public parce qu'il y a plus d'enjeu à ce qu'elles soient classées dans le domaine privé communal, mais surtout on a une chose, c'est que comme elles ne sont pas classées dans le domaine public, les concessionnaires ne peuvent pas intervenir, par exemple Montréal. Et dans le virage entre la rue Nelson Mandela et la rue des Verriers, il y a un affaissement de voirie à un endroit qui est dû au réseau d'assainissement qui ont bougé. Et Nora, elle me dit, je ne peux pas intervenir puisque vous, elles sont dans le domaine privé communal, donc placez-les dans le domaine public et après je fais mes travaux. Donc là, on vous demande simplement de classer ces parcelles-là dans le domaine public communal. Je pense pas qu'il y ait des difficultés particulières. Ça ne change strictement rien. C'est bon pour vous? À l'unanimité, je vous remercie. Nous avons la création d'un emploi non permanent dans le cadre de la PS Jeune avec la CAF. Notamment, on l'avait déjà prévu, mais finalement, on n'avait pas pu recruter au 1er décembre, on a pu recruter qu'au 1er avril, parce que c'était extrêmement compliqué. Donc, on redélibère pour valider le recrutement au 1er avril. C'est un emploi permanent d'animateur pour les 11-17 ans, ça fait partie de la catégorie C, la personne qui a été recrutée. Vous avez la fiche de poste sur le travail qui est fait, en complément d'un indicateur spécialisé. Le champ d'action est sur les 12-25 ans, là le poste est plutôt sur les 11-17. L'éducateur a travaillé sur les 11-25 de manière plus globale, mais aussi même plus précis sur les 17-25. Donc voilà, on demande simplement pouvoir valider le recrutement, de procéder à la signature et de pouvoir solliciter les financements CAF dans le cadre de la convention territoriale globale. Pas de problème, et de la PS Jeune. Pas de problème particulier, grand classique. On peut dire que c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons ensuite un recrutement saisonnier pour un accroissement d'activité au niveau du service enfance jeunesse. C'est le recrutement d'un adjoint d'animation sur 24 semaines, sur 35. Rien de bien spécifique à ce niveau-là.
c'est parce que c'était pas prévu, souvenez-vous, généralement on prévoit un certain nombre d'emplois saisonniers qu'on ne prend pas forcément tous, mais qu'on a prévu dans la délibération, et celui-là n'était pas prévu, on estimait qu'à 24 heures était assez utile, donc le but c'est de créer le poste, et maintenant il faut quelqu'un, ça c'est autre chose. Pas de souci particulier, on peut dire que ça donne l'unanimité, je vous remercie. La tarification pour la chasse aux œufs, rien de spécifique, ça s'organisera le lundi 10 avril au parc de l'Honnête, s'il pleut, ça sera au complexe de la Corderie. Il y a 2 créneaux selon les âges, 9h30, 10h30 pour les 3-5 ans au parc de l'Honnête et la chasse aux œufs un peu traditionnelle. À la Corderie, ils vont chercher où les œufs? Bon, on les met dans la salle, bah ouais, je sais bien, mais on fait... C'est simple, on l'a fait une seule fois, on n'a jamais eu... Non, c'est que le petit que j'ai à la maison, hein, qui est que 4 ans, dit tonton s'il pleut, on va où? Bah dans la salle. Alors c'est moi, je suis d'accord avec vous, c'est moins top quoi. Bon, et puis quand on... Je veux dire qu'on l'a fait une fois la Corderie, quand on l'a fait les gamins, on a chez les fois. Et au parc, c'est un peu plus sympa. Donc on fait 2 créneaux pour les 3-5 ans, de 9h30 à 10h30, avec une partie dans le parc de l'Honnête, c'est une forme un peu traditionnelle, généralement on met des œufs en plastique, on met plus les œufs en chocolat, c'est perfectionné au fur et à mesure des années. Et après ils partent avec un lot, etc. Et on fait pour les un petit peu plus grands, 6-9 ans, de 11h à 12h, et là c'est du côté de la maison du parc, et c'est sous une forme de kermesse avec le service enfance jeunesse. Il commence à être un petit peu moins enchanté à cet âge-là, donc on fait plutôt une petite animation avec des petits ateliers, des choses assez sympas. Les animateurs se déguisent, on est sur un truc un peu plus évolué sur la tranche d'âge. L'objectif c'est de valider l'organisation et on demande 1 € par enfant d'inscription, c'est plus symbolique qu'autre chose. Pour valider les inscriptions, on a commencé déjà les préinscriptions au niveau de l'accueil. L'objectif c'est d'approuver l'organisation et de fixer le tarif d'inscription à 1 €. Pas de difficulté particulière. Il faut juste croiser les doigts pour qu'il fasse bon. Et vous êtes tous les bienvenus, vous goûtez bien, avec vos costumes de lapin, de lapine, il n'y a pas de chasse aux œufs pour les adultes après, je préfère préciser. Je sens que ça, voilà, il y a de la joie qui retombe, les gens, je vous dis, est-ce que vous avez enchanté? Moi j'ai un mauvais souvenir. Ok, c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons ensuite une délibération classique, c'est le mandat spécial, nous aurions dû la faire au mois de décembre, parce que chaque année on doit la mettre en place. C'est pour la prise en charge, notamment lorsqu'on a des déplacements un peu particuliers pour les élus, pour des missions, pour l'organisation, d'un certain nombre de frais remboursés. Sur la base des frais kilométriques, on n'a rien inventé. Sur la base, s'il y a une nuit à l'hôtel de 70 €, c'est le maximum. Après, celui qui prend un hôtel à 300 balles, c'est son problème. Il y aura la différence. On n'a rien inventé, mais c'est pouvoir valider ce mandat spécial sur la base d'un ordre de mission. C'est aussi pour permettre aux uns aux autres, notamment quand on a un déplacement en Allemagne, des fois on doit y aller de la veille, parce que quand ça commence à 8 h le lendemain ou à 7 h 30, quand faire la route, c'est un peu compliqué. Et que les personnes qui souhaitaient participer parmi les élus, elles ont une petite partie qui soit prise en charge à ce niveau-là, notamment la nuit d'hôtel, les frais de restauration. Les frais de restauration, c'est uniquement le midi, 15 € maximum, 15,25 € le midi ou le soir, que ce soit organisé. Et c'est pour des choses un peu spéciales qui sortent de la vie de tous les jours. C'est pas je vais faire du shopping et je me fais payer par la commune. Il y a un événement, je fais la représentation, je représente les intérêts de la commune. Enfin voilà, il y a un gros sujet de fond qui sollicite. Le recours au mandat spécial, c'est uniquement valable pour une année. C'est pour toute l'année 2023. Il faudra soit en fin d'année 2023, en début d'année 2024, ou le libérer pour l'année 2024. Ok? Pas de problème particulier. On peut dire que c'est à voter à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons juste une convention d'utilisation des locaux scolaires en les horaires de temps scolaire, notamment pour que les enseignants puissent bénéficier des locaux et que l'éducation nationale mette en place des cycles de formation initiale continue globalement, des fois en dehors des heures de cours. Les services d'éducation nationale peuvent utiliser nos locaux pour former les enseignants pour un certain nombre de réunions. Or, comme c'est en dehors des heures de cours, il faut qu'on donne l'autorisation puisque nous sommes propriétaires du bâtiment. Donc voilà, le maximum, ça sera 30 personnes pour ce type de réunion et c'est valable du 1er octobre 2022. Bon, ça a déjà été fait, c'est un peu rétroactif jusqu'au 31 décembre, c'est sur la période scolaire généralement. Il n'y a aucune difficulté. Et encore une fois, c'est pas pour faire des soirées morito en enseignant, c'est voilà, des actions de formation pédagogique dessus et surtout c'est pour avoir une couverture assurantielle si arrive à l'incident.
pense pas qu'il y ait de problème particulier. Non. Impeccable. Merci à vous. Et puis, c'est aussi pour aller dans le collège, parce qu'on va aller au collège de temps en temps, et le collège appartient au département. Donc le département est d'accord pour qu'on y aille gratuitement, donc il veut qu'on valide cette convention. Pas de problème particulier? Non. On a une modification des délibérations des 24 mai, 7 août, 7 septembre, 21 décembre 2024 des délégations du conseil municipal au maire. Je ne vous demande pas de me déléguer le droit de vie ou de mort sur la commune, c'est illégal. Simplement, on a juste mis à jour la délibération puisqu'il y a des dispositions légales pour évoluer et on a augmenté la possibilité de recourir aux lignes de trésorerie. Parce qu'on était limité au je ne sais plus combien et on est monté à un petit peu plus. Sinon, à chaque fois, on va réunir le conseil pour voter pour les lignes de trésorerie qu'on sollicite chaque année, donc on a 1 million, il n'y a rien de spécifique. Sauf que c'était pas prévu, donc je devrais réunir le conseil pour vous demander rien de spécial. Là, je peux le faire en direct et vous informer dans le cadre des ratifications des décisions du maire. Pour ce côté de sujet particulier, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. On va lever la séance. Merci à vous.